Et à tous, bienvenue à l'UDES. Bienvenue dans ce webinaire donc, sur les outils de fidélisation des salariés de l'ESS et en particulier sur l'intéressement et les dispositifs d'épargne salariale les plus adaptés aux structures de l'ESS. Ce webinaire est organisé par l'UDES, l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire, avec la participation précieuse de nos partenaires Caisse d'épargne et Natixis Interépargne. Je suis Philippine Arnal, responsable de la communication des partenariats de l'UDES, et je vais animer cette heure et demie sous le signe de l'information et de la pédagogie. Quelques consignes pratiques avant de commencer. En tant que participant, vous pourrez interagir avec les intervenants et poser vos questions dans l'espace conversation en haut de votre écran de l'outil Teams. Et nous essaierons d'y répondre, soit au fur et à mesure, soit lors du temps dédié qui sera programmé plusieurs fois au cours de ce webinaire. Donc, si vous rencontrez des problèmes techniques de l'ordre du son, de l'image, de la connexion, etc., vous pouvez nous envoyer vos messages toujours dans l'espace conversation. Et Laure, qui est là, et chargée de communication à l'UDES, tentera de vous aider. Donc, sachez enfin que ce webinaire est enregistré et que vous pourrez le retrouver à l'issue sur la chaîne YouTube de l'UDES. Et tous les inscrits et participants recevront un email à l'issue de ce webinaire pour avoir le lien direct. Alors, ne tardons plus à présent. Pour ouvrir officiellement ce webinaire, j'invite Emmanuel Bouterin, administrateur et président de la commission des affaires sociales de l'UDES, à prendre la parole. Bonjour Emmanuel. Bonjour, merci Philippine, merci à toute l'équipe, bonjour à chacune et à chacun d'entre nous. On est plus d'une centaine, si j'ai bien compris, dans la salle, on va dire, et c'est vraiment un honneur pour moi que le nouveau président de l'UDES, David Cluzo, m'a confié cette tâche d'ouvrir ce webinaire avec l'aide de toute l'équipe et évidemment aux côtés de nos partenaires Natixis et Caisse d'épargne. Merci, merci à tout le monde. Alors, l'UDES, certains d'entre vous la connaissent très, très, très bien et d'autres peut-être un petit peu moins et même certains la découvrent. Donc, un très rapide rappel, on va dire. L'UDES, donc l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire, regroupe 23 syndicats, pas seulement syndicats, mais groupements, qui sont présents dans 17 branches, secteurs professionnels. Et vous le savez, comme le médico-social, il y en a beaucoup, là, j'en vois beaucoup parmi vous du secteur médico-social, de l'aide à domicile et de l'éducation populaire, mais aussi la formation professionnelle, l'insertion par l'activité économique, la petite enfance, le logement social, et aussi, on l'ignore un peu trop, la culture, les médias, le commerce, même le conseil. Alors, nous sommes, nous, employeurs de l'ESS, plus de 220 000. 220 000 employeurs, 220 000 entreprises regroupées par les syndicats de l'UDES sous des formes et des structures assez diverses, vous le savez, associatives, bien sûr, mutualistes, coopératives, quelques fondations. Et nous employons près de 2 millions, plus de 2,5 millions, 2,7 millions salariés. C'est quand même très important, d'où l'intérêt de notre préoccupation aujourd'hui et de bien d'autres préoccupations également. Donc, nous avons pour mission, vous le savez, et on le fait maintenant depuis 30 ans finalement, mais de mieux en mieux. On apprend en marchant, et un peu comme ça, quand on se découvre entre nous et puis quand on découvre des institutions ou les ministères qui changent assez souvent en ce moment, eh bien, nous apprenons en marchant, nous apprenons de nos échecs, nous apprenons de nos réflexions et nous apprenons aussi beaucoup de nos succès qui sont vraiment nombreux. Nous avons pour mission donc de représenter l'économie sociale et solidaire en tant qu'employeur, hein, sous l'angle employeur, auprès des pouvoirs publics et de négocier pour nous, pour vous, pour chacune et chacun d'entre vous, avec les institutions dans le cadre du paritarisme, mais aussi avec les organisations syndicales de salariés, et on va le voir, dans des conditions de travail qui
finalement, où nous essayons et nous réussissons à allier pérennité de la structure, on va en reparler, ce n'est pas évident en ce moment, pérennité de l'emploi et qualité de l'emploi. C'est une espèce de triptyque un peu compliqué, mais vous le savez, dans vos missions quotidiennes, c'est vraiment pour chacune et chacun d'entre nous beaucoup d'engagement et beaucoup de travail. Et ce n'est pas évident tous les jours, mais nous, globalement, nous réussissons et nous avançons. Et nous avançons de manière très positive. Maintenant, évidemment, souvent dans des contextes qui ne sont pas forcément toujours faciles, et c'est le cas en ce moment. Alors pourquoi ce webinaire auquel vous participez là maintenant est très important? Parce que depuis le 1er janvier 2025, il y a une expérimentation qui est prévue par la loi sur le partage de la valeur et qui impose aux entreprises au-dessus de 11 et en dessous de 50 de l'économie conventionnelle, du secteur lucratif, de mettre en place donc une prime de partage de la valeur. On appelait ça dans le temps prime Macron. Il y a beaucoup d'entre nous encore qui appellent ça prime Macron. D'ailleurs, moi y compris, c'est un peu un défaut, mais enfin, je trouve que c'est très bien. Le terme prime de partage de la valeur, ça dit ce que ça veut dire. Un plan d'intéressement et un abondement sur un plan d'épargne salariale. Donc finalement, on va dire qu'il y a trois, c'est là aussi un triptyque et il est intéressant, comme pour l'économie, on va dire, conventionnelle, traditionnelle. Enfin, nous aussi, on est une économie conventionnelle, hein. Mais on va dire pour l'économie du secteur marchand, qui est un peu poussive de ce point de vue-là, bah, justement, c'est l'occasion aussi pour nous de montrer que c'est un axe de progrès. Parce que finalement, cette réforme qui a été voulue par les ministres du Travail, les derniers ministres du Travail successifs, et puis par le président Macron, ça s'inscrit dans une volonté, on va dire, dans une volonté d'élargir l'accès au partage de la valeur, et en tout cas, de plus en plus en ciblant les entreprises de moins de 50 salariés, qui n'étaient jusqu'alors pas soumises à de telles obligations, mais celles de moins de 11, évidemment, n'y sont toujours pas soumises. J'aime pas parler du terme obligation parce que ça devrait être vraiment une question d'engagement, d'ailleurs d'engagement paritaire, c'est-à-dire pour trouver des solutions au bénéfice, évidemment, des salariés et de la pérennité de l'entreprise. C'est très important, le partage de la valeur. Je crois que c'est dans notre ADN, finalement, même si on n'a pas l'habitude forcément d'en parler. Donc c'est drôlement bien et encore une fois, nous sommes plus d'une centaine, 110, je vois, à nous intéresser dans l'économie sociale à cet axe de progrès, on va dire. Alors pourquoi c'est important? Parce que chez nous, ESS, dans les 220 000 entreprises dont on vient de parler à l'instant, bah, il y en a 75% qui ont moins de 50 salariés. 75% qui ont moins de 50 salariés. Et par la nature de nos structures, de nos statuts, on est évidemment intéressé par ce partage de la valeur et par des outils qui valorisent les performances extra-financières de l'entreprise. Si je voulais utiliser un terme un peu crypto-marxiste, on va dire, on pourrait parler de salaire différé pour certains de ces outils. Mais je pense que ce n'est pas une mauvaise chose aussi de parler de salaire différé, c'est-à-dire en effet de la rémunération du capital travail, on va dire. C'est très important, c'est vraiment, en gros, on en revient à notre ADN. Je trouve ça assez passionnant. Et je suis sûr qu'on le partage là tous, on partage tous cette passion d'avancer sur ce type d'axe de progrès. Même si on n'a pas, tous les éléments aujourd'hui, mais c'est important de le partager. Alors, jusqu'à présent, justement, quand on parlait de partage de la valeur, et même au début de la prime Macron, vous le savez, quand on parlait des primes de partage de la valeur, par exemple, et de l'intéressement, on parlait des grandes entreprises. Eh bien, c'est plus vrai. Et nous allons faire en sorte, nous, acteurs de l'ESS, nous, acteurs des PME et des TPE de l'ESS, de faire mentir cette espèce de, j'allais dire, de stéréotype qui fait que l'intéressement et le partage de la valeur ne s'adressent qu'aux grandes entreprises. Eh bien non, et vous vraiment, c'est un challenge pour nous, c'est un défi. Il faut vraiment faire mentir ça, même quand l'entreprise, notre association, notre mutuelle, notre fondation, notre coopérative a des difficultés ou est soumise,
on le voit aujourd'hui à des circonstances qui ne sont pas toujours roses, loin de là d'ailleurs, mais ça n'empêche pas d'avancer sur ce qu'on peut appeler un axe de progrès. Alors, Oui, si je depuis le Emmanuel, si je puis oui, me permettre, tout à l'heure, on va, pouvoir, dire quelques préjugés aussi, faire tomber quelques préjugés peut-être et expliquer justement en quoi c'est possible aussi pour les différentes structures de l'ESS, oui. oui, C'est c'est l'objet de génial. ce webinaire, ouais. Oui, oui, c'est génial et la On va mise en pouvoir donner des place du pistes. partage de la valeur oui, tout à fait, Philippine. Mmh. C'est la mise en place du partage de la valeur, engendre, à notre avis, hein, un cercle vertueux très puissant. Parce que, en gros, la place et la performance de l'ESS au service de l'intérêt général, et au service d'un modèle de société qui peut conjuguer équité, solidarité, efficience ou même efficacité envers nos clients ou usagers. Et malheureusement, nous vivons aujourd'hui un contexte de tension sur l'emploi dans l'économie sociale, mais pas que, hein. Les faillites d'entreprises, notamment des PME et des TPE, s'accroît, même s'il y a beaucoup de créations d'un autre côté, mais c'est un contexte de tension globale et une conjoncture économique relativement morose, avec des restrictions budgétaires considérables et qui nous impactent, nous, en même temps que les collectivités territoriales. Mais ce n'est pas pour ça que nous ne devons pas encourager, nous encourager nous-mêmes finalement, nous auto-encourager à voir de l'avant et à, à apprendre, à s'accaparer et à cultiver les outils qui se présentent à nous. Eh bien, voilà, on ouvre dans les détails, vous allez voir. On va faire en effet tomber quelques stéréotypes, mais on va aussi vous redonner ou vous donner des outils et des dispositifs à l'aide de toute l'équipe de l'UDES et de nos partenaires pour que, enfin, nous puissions nous saisir, intégrer cet intérêt global au développement d'un partage de la valeur au sein de nos entreprises, avec et aux côtés des organisations syndicales de salariés. Je vous remercie. Merci beaucoup Emmanuel. Nous allons, laisser la place à Marie Leclerc-Bruand, qui est responsable clientèle, ESS à la Caisse d'épargne. Voilà, qui va nous présenter un peu le contenu de notre partenariat UDES et Caisse d'épargne et nous définir un peu, quel est ce partenaire. À toi Marie. Merci Philippine, merci Emmanuel. Ravie d'être avec vous aujourd'hui et puis d'avoir pu travailler ensemble à la construction de ce webinaire avec toute l'équipe de l'UDES au niveau national dont on apprécie l'expertise et vraiment la relation de confiance depuis qu'on a noué ce partenariat en 2022. Alors on se croisait beaucoup dans pas mal de réseaux, on croisait beaucoup vos membres aussi parce que comme vous, on est forcément une banque de l'ESS, vous le savez, je crois que la slide suivante d'ailleurs nous présente un petit peu. L'objet de ce partenariat, c'est quand même avant tout aussi d'échanger sur les différentes réalités des employeurs de l'ESS et parce qu'on se dit que nous, en tant que banque, on accompagne bien que ce que l'on connaît bien. Alors vous nous connaissez sans doute parce qu'on est vraiment une banque de référence des structures employeuses de l'ESS. On est aussi une banque coopérative, donc membre à part entière par nos statuts de l'ESS, avec un découpage régional qui correspond peu ou prou aux régions administratives. Et donc ce qui est important, c'est de se dire que en interne, j'aime bien reprendre d'ailleurs les termes d'un ancien président de l'UDES, qui est de dire les entreprises de l'ESS, ce ne sont pas des entreprises comme les autres, mais comme les autres, ce sont des entreprises. Et donc, je crois que c'est ça le sujet, c'est d'accompagner ces acteurs, d'abord en proximité, parce qu'on est des banques coopératives régionales, et aussi avec des équipes dédiées qui connaissent toutes leurs spécificités, que ce soit de gouvernance, de modèle économique, réglementaire, mais en leur offrant l'ensemble des produits et services bancaires que l'on offre aussi aux autres entreprises de forme plus classique. Et donc, évidemment, ces sujets de fidélisation, de motivation des salariés, on sait que c'est des enjeux clés aujourd'hui que rencontrent ces employeurs. Et donc, ça faisait pour nous sens de travailler avec l'UDES
pour voilà, construire d'abord une publication dont on va vous présenter, et puis de pouvoir aussi faire vivre cet échange et ces propositions d'expertise dédiées à ce sujet par des webinaires, par des tables rondes aussi. On en a déjà réalisé plusieurs avec l'UDES sur le sujet, et à chaque fois on voit que voilà, on répond à un vrai enjeu. Et donc notre fonctionnement, ça a été aussi de mobiliser en interne de notre groupe l'équipe de Natixis Interépargne et ici Adrien que je remercie de sa présence. Voilà. Parce que nous, notre travail, c'est aussi de mobiliser l'expertise qui va pouvoir être proposée, s'appliquer et s'adapter aux besoins spécifiques de chaque structure. Et puis la méthode, c'est aussi souvent de pouvoir faire témoigner des acteurs qui vous ressemblent et qui ont déjà cette expérience. Et donc, je remercie notre client de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, Atescope, avec Christian et Charlotte qui sont connectés aujourd'hui et qui vous partageront leurs pratiques. Donc, tout simplement, on espère que ce webinaire répondra à vos besoins, vous sera utile, et puis surtout que chacune des structures, des employeurs qui sont connectés se dira tiens, pourquoi pas ouvrir le sujet, et surtout se demander comment ça peut très concrètement et très simplement s'adapter à mes enjeux, mes spécificités pour mon entreprise sociale dans mon territoire. Voilà en 2 mots ce que je peux vous dire de notre approche, et encore remercier l'UDES pour la qualité de ce partenariat, et puis vous souhaiter un bon webinaire. Merci beaucoup Marie. Merci pour ces précisions et cette présentation. À présent, nous allons écouter Patrick Julien, qui est responsable du pôle de relations sociales de l'UDES, qui va nous expliquer, qui nous va faire une petite actualisation de l'actualité réglementaire sur le sujet, et puis nous parler d'une déclaration commune qui a été signée début 2024 avec les partenaires sociaux, les syndicats de salariés. Malheureusement, on devait avoir un représentant d'un syndicat de salariés aujourd'hui qui n'a pas pu être présent, puisqu'on aurait aimé évidemment écouter de cette partie-là aussi. Et nous, c'est notre métier, la négociation avec les partenaires sociaux, et nous avons à notre actif à l'UDES près de 10 accords signés depuis une dizaine d'années. Donc Patrick Julien, qui est responsable donc, de cette partie-là, va nous faire une petite actualisation réglementaire. Merci Philippine. Bonjour à tous. Oui, alors avant de parler de l'actualisation réglementaire, Emmanuel en a dit déjà quelques mots. Rappeler l'intérêt pour les employeurs, bien évidemment, de l'ESS de bénéficier dans leur entreprise d'outils de partage de la valeur. Alors, il se résume pour nous en 3 points. 1, la fidélisation. 2, l'attractivité de nouveaux talents. 3, l'engagement des salariés présents dans l'entreprise. Puisque, on le sait bien, de nombreux emplois en tension touchent nos branches. On parle de plus d'une centaine de milliers d'emplois sur l'ensemble de l'ESS. Et comme l'a très bien introduit Emmanuel Boutérin, aujourd'hui, depuis le 1er janvier, dans les secteurs lucratifs, qui partagent de nombreux métiers que nous avons dans les entreprises de l'ESS, des dispositifs de partage de la valeur vont être mis en œuvre. Du coup, il est urgent pour nous d'arriver à mettre en œuvre également dans le plus grand nombre de structures de l'ESS des dispositifs similaires pour qu'il y ait en fait une adéquation entre les attentes des salariés qui verront autour d'eux des collègues finalement dans d'autres structures bénéficier de types d'avantages qui aujourd'hui ne sont pas encore assez présents dans les structures de l'ESS. Le meilleur moteur de la productivité. Alors Patrick, tu as éteint ton micro par inadvertance. Pardon. J'étais en train de dire que le meilleur moteur de la productivité, c'est l'engagement, et les outils de rémunération différée, comme en parlait Emmanuel Boutérin, sont des outils forts pour développer justement l'engagement des collaborateurs et du coup la réussite
des structures au bénéfice de leurs bénéficiaires. Voilà donc les quelques petits mots que je souhaitais dire en introduction sur les avantages pour les structures qui mettront ou qui ont déjà mis en place ce type d'outils. Alors, l'UEDS a mis avec un certain nombre de parlementaires un article additionnel à la loi, donc au projet de loi sur le partage de la valeur, qui ciblait particulièrement les structures de l'ESS. Ça a été également l'objet de négociations avec l'ensemble des confédérations de salariés et également les organisations patronales interprofessionnelles à l'origine de l'ANI, pour avoir un projecteur finalement sur les entreprises de l'ESS dans cette loi du 29 novembre 2023. Donc, il ne faut pas voir aujourd'hui le côté contraignant de cette loi pour les structures de l'ESS, mais vraiment le côté projecteur, sensibilisation des entreprises de l'ESS. Nous n'avons pas souhaité être coercitifs pour les structures de nos secteurs, mais renvoyer à la négociation de branches dans les 17 branches professionnelles dans lesquelles nos organisations patronales sont engagées. Du coup, cet article 6 de la loi que nous avons réussi à faire passer indique qu'à titre expérimental et pendant une durée de 5 ans, à compter de la promulgation de la présente loi, c'est-à-dire jusqu'au 30 novembre 2028, lorsqu'un accord de branche étendu le permet, les personnes morales donc mentionnées dans la grande loi de l'ESS, qui emploient au moins 11 salariés, qui ne déclarent pas de bénéfice net fiscal au sens du Code du travail et qui ont réalisé pendant 3 exercices consécutifs un résultat excédentaire au moins égal à 1% de leurs recettes, doivent au cours de l'exercice suivant mettre en œuvre un dispositif de partage de la valeur. Emmanuel les avait cités, ils sont au nombre de 3, dispositif d'intéressement, plan d'épargne salariale ou prime de partage de la valeur. Cette disposition prévue dans la loi doit servir de repère pour nous et de bonne pratique pour les entreprises de l'ESS, même si leurs branches n'ont pas encore négocié ou conclu d'accord de branche étendue sur le sujet. La prime de partage de la valeur, avec la loi de financement de la sécurité sociale, a perdu un tout petit peu de son attrait du plan social et fiscal. Du coup, nous sommes convaincus que les plans d'intéressement, les accords d'intéressement devraient regagner de l'intérêt et être amenés à se développer. Actuellement, nous avons moins de 1000 accords d'intéressement qui sont signés par an dans l'ESS, mais avec nos partenaires notamment et les différents services offerts par nos organisations professionnelles, nous pensons pouvoir accompagner de plus en plus d'entreprises pour mettre en œuvre de tels dispositifs d'intéressement. Voilà un petit peu les points d'actualité que je souhaitais soulever en ce début de webinaire. Merci Patrick. Il y avait aussi une partie sur la déclaration commune. Est-ce que tu veux rajouter un mot ou c'est la slide suivante où on passe Alors, la déclaration commune, c'est cette déclaration partagée avec nos partenaires sociaux le 11 janvier dernier, qui appelle d'abord les pouvoirs publics à aider les entreprises de bonne volonté à mettre en œuvre ces dispositifs de partage de la valeur. Nous avons aujourd'hui notamment des milliers d'emplois et des centaines d'entreprises dans les secteurs réglementés. Nous le voyons bien, les secteurs sous agrément ont des difficultés aujourd'hui encore à faire agréer leurs accords d'intéressement, voire certains accords de prime de partage de la valeur. J'étais ce matin encore avec la DGCS en réunion pour essayer de faire un petit peu évoluer la doctrine aussi bien de la DGCS que Mais de l'ARS qu'est-ce à que la terme. DGCS, Patrick? La direction générale. Alors, j'ai tellement l'habitude d'utiliser le terme DGCS. Donc, c'est les services déconcentrés du ministère de la Cohésion sociale et qui a pour vocation notamment
d'agréer tous les éléments complémentaires de revenus des entreprises pour, d'une part, les autoriser, mais d'autre part, assurer leur financement. Donc, cette déclaration paritaire a deux objectifs. Un, inciter les entreprises à utiliser les dispositifs. Deux, inciter l'État à accompagner les entreprises dans l'usage justement de ces dispositifs de partage de la valeur. Très bien. Écoute, on peut passer à quelques chiffres clés. Donc Laure, c'est la slide 10. Voilà, merci. Donc merci beaucoup, Patrick, pour cet éclairage. Donc avant de vous proposer le témoignage des dirigeants qui sont ici, je voulais partager avec vous quelques chiffres significatifs qui ont donné naissance, en tout cas c'est ces constats-là qui ont fait que nous avons réalisé un guide avec Caisse d'épargne et Natixis Interépargne. Donc on a constaté qu'un tiers des Français aujourd'hui n'est pas en capacité d'épargner pour sa retraite, ce qui signifie qu'une contribution extérieure, comme une contribution de leur employeur, peut améliorer leur avenir. Sur la slide suivante, on a d'autres chiffres. Moins de 2% des structures de l'ESS de moins de 11 salariés bénéficient d'un accord d'intéressement, contre 11% des entreprises françaises de cette taille. Donc l'ESS est très en avance sur beaucoup de choses. Et là, on a une petite marge de progression pour rattraper les entreprises conventionnelles, et puis moins de 6% des structures de l'ESS comptant 50 salariés et plus bénéficient d'un accord d'intéressement. Donc on a, voilà, vous voyez bien, on a une petite marge de progression. Ensuite, notre chiffre, 3 salariés sur 4 considèrent que les dispositifs d'épargne salariale ont un impact positif sur la motivation et l'implication des salariés. Donc voilà, il y a quelque chose qui manque, il y a quelque chose à pousser. On peut avancer sur ce sujet-là et les salariés eux-mêmes en sont persuadés. Donc ça signifie aussi que les outils d'épargne salariale sont un vrai levier d'attractivité pour nos structures de l'ESS, tout en accompagnant les salariés dans la préparation de leur avenir et de leurs projets. Donc à partir de ces constats, l'UDES a souhaité, au travers notamment du guide que nous avons réalisé ensemble, qui a été publié il y a presque 2 ans et qu'on va actualiser régulièrement pour vous, et avec la Caisse d'épargne et Natixis Interépargne, donc notre objectif est de sensibiliser les employeurs de l'ESS sur leurs intérêts à mettre en œuvre dans leur structure ce type de support. Donc dans ce guide, vous y trouverez un rappel des enjeux et surtout des clés de compréhension et de la mise en place des différents dispositifs que sont l'intéressement. Alors l'intéressement, c'est un flux, et les dispositifs que sont le PE, le PERCOL, le PERO. Mais Adrien Manicea, qui s'y connaît beaucoup mieux que moi, va vous en dire plus dans quelques minutes. Mais dans un premier temps, pour illustrer ces constats et rentrer un peu plus dans le concret, nous accueillons M. Christian Paulin et Charlotte Lesoudard, co-gérants d'Atescope. On attend les applaudissements. Mais ça ne passe pas en webinaire. Donc, est-ce que vous êtes là, Charlotte Oui. et Christian? Voilà. Ah, super, merci. Ça marche avec les smileys. Bonjour c'est à génial. toutes et à tous. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous êtes co-gérant. Vous êtes co-gérant d'Atescope. AT, ça veut dire assistance technique. Donc, c'est une entreprise de prestation de services de la région lyonnaise. Donc, encore bonjour à vous. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots votre activité, vos effectifs, votre statut? C'est une entreprise qui est toute jeune. Elle a 6 ans d'existence maintenant. On est sorti de terre, entre guillemets, en septembre 2018. On est sur une activité qui est un peu particulière. On fait de la prestation de services. C'est-à-dire, en fait, le personnel qui travaille dans cette entreprise n'est pas au quotidien avec nous. Il travaille chez des clients. Donc, c'est vrai que cette société coopérative, c'était aussi un moyen, on va commencer par l'aspect coopératif, c'était un moyen de créer un lien avec nos salariés qui au quotidien ne sont pas avec nous, mais qui sont en place chez des clients. Et on voulait absolument qu'ils se sentent appartenir à une entreprise et participer à la vie de cette entreprise, et à son accroissement et à son évolution. Donc c'est vrai que c'est une entreprise qui est toute jeune. Au départ, on n'était que 4-5, maintenant nous sommes presque 40. En fait. Et maintenant, pour en arriver à l'aspect effectivement prime de participation, choses comme ça, la mise en place de cet intéressement et de cette participation, en fait, prenait du sens avec le fait qu'on n'avait pas de lien quotidien avec nos salariés, mais on voulait néanmoins leur témoigner
des remerciements, les intéresser à la société et faire en sorte qu'ils voient vraiment le fruit de leur travail. Là, on parle vraiment de la valeur du travail, en fait. Parce qu'en fait, très rapidement, cette petite société qui n'a que 6 ans, en fait, réalisait des résultats qui étaient très honnêtes. Et du fait de notre statut de société coopérative, en fait, on avait un engagement. L'engagement, c'était de reverser une partie des résultats nets de la société, qui sont en général entre 30 et 40%, on va dire. Et c'est vrai que au tout début de la création de la société, on a eu un résultat net qui était sympathique, qu'on devait reverser. Sauf qu'à ce moment-là, on n'avait pas encore prévu d'accords de participation, de choses comme ça. Ce qui fait qu'on était bloqué par nos accords. On ne pouvait que soit mettre en place un compte courant bloqué dans la société, soit proposer aux salariés d'intégrer la société coopérative. Chose qu'on ne pouvait pas forcément faire, simplement parce qu'on est sur un public, sur des salariés qui sont assez volatiles, entre guillemets, quoi. Nous faisons de la prestation de service, donc le gros de l'effectif qui est plutôt de 30-35 en fixe, peut varier jusqu'à 40, voire plus. Et ce qu'il fallait, c'était, on ne pouvait pas intégrer tout le monde au sein de la société coopérative comme associé. Donc il a fallu qu'on trouve une autre solution pour les récompenser, faire en sorte que cette récompense, ils la gèrent eux-mêmes et que ce ne soit pas nous qui ayons à la gérer. Et c'est là où en fait on s'est rapproché de la Banque Populaire Caisse d'Épargne qui nous a proposé une solution, la solution Natixis Interépargne. Et c'est vrai que pour D'accord. nous, l'avantage de cette solution, c'est que chacun avait, entre guillemets, sa connexion, son compte, et gérait lui-même, en fait, le placement qui avait été fait par ses soins, en fait. Il choisissait le support sur lequel il souhaitait mettre la partie de sa participation, et on n'avait plus à s'occuper de ça. Et lorsqu'on avait des gens qui quittaient la société, ce qui arrive assez fréquemment, parce qu'on a un turnover qui est relativement important, et bien après, c'était pas nous qui avions à gérer ça, en fait, et ils avaient leur connexion, ils avaient leur compte Natixis Interépargne, ils géraient directement leur fonds. Voilà. Donc c'était le côté pratique qu'on avait apprécié. Et puis on est resté, alors là je vais faire un peu de publicité pour la Banque Populaire Caisse d'Épargne, mais lorsqu'on a créé la société coopérative, la Caisse d'Épargne nous a accompagnés pour nous permettre de nous lancer avec un prêt qui était très intéressant. Et on s'est rendu compte qu'au travers de cette branche de l'économie solidaire et sociale, on avait plein de solutions qui nous étaient proposées pour les tickets restaurants, pour, ben, là, on parle de l'épargne interentreprise, des prêts, des choses comme ça. Et du coup, on a continué dans cette voie-là et on leur a fait confiance et on est passé voilà, chez Natixis Interépargne. Voilà, je pense que je vous ai fait une synthèse très Oui, rapide bravo. de... Et donc, si j'ai bien compris, vous avez choisi de proposer un outil de type plan d'épargne entreprise à votre équipe. Donc, qu'est-ce qui C'est a ça. motivé ce choix précis, donc sur ce support-là, précisément? Alors, c'est vrai que nous, enfin, on n'était pas, on s'y connaissait pas trop là-dedans en fait, hein. Je pense que la conseillère c'était à l'époque Hélène Lurchagnan, qui était à la Caisse d'Épargne, qui nous suivait depuis notre création, m'avait dit bah tiens, je vous propose une solution qui peut peut-être vous intéresser. Donc elle nous a parlé de ce produit et on s'est dit que par rapport aux salariés qu'on avait et aux choix qu'on avait à faire pour leur proposer quelque chose qui était attractif. Ça me paraissait simple et évident. Il y avait plein de petits leviers, plein de supports différents. C'est eux qui géraient cet aspect-là. Et moi, ça me convenait parfaitement. Voilà, après, D'accord. maintenant, on en est à 5 ans de placement quasiment. Ils vont tous arriver au moment où ils pourront aussi choisir s'ils veulent de retirer tout ou partie de leur argent, de continuer de poursuivre l'épargne. Et ce qui est appréciable aussi, c'est que on a des salariés qui ont terminé leur prestation auprès de nous, leur contrat de travail auprès de nous. Et c'est sympa de les appeler aussi chaque année, de leur dire en fait, ben voilà, cette année, vous êtes resté que 3 ou 4 mois avec nous, vous avez le droit encore à une certaine somme, qu'on vous a replacé sur votre compte, vous choisirez le support sur lequel vous voulez le placer, ou sinon, vous pouvez aussi tout retirer. Cette solution-là, pour nous, elle était très facile en fait. On n'a pas, ça ne nous prend pas beaucoup de temps, c'est pas chronophage. Tout Mm. le monde est très content, puis les gens se sentent vraiment récompensés du fruit de leur travail. Tout à l'heure, on parlait de la valeur travail. Pour nous, ça a beaucoup de sens, hein. C'était important, lors de Mm. la création de cette société, de pouvoir récompenser les gens qui participaient à notre croissance, à notre développement, et qui pouvaient, ça permettait de pérenniser la société. Et puis après, il ne faut pas oublier quelque chose, c'est que c'est aussi un moyen, lorsqu'on reçoit des candidats, de les convaincre de venir avec nous. Au-delà du fait qu'on dit que bah, on va prendre soin de nos ressources humaines, ce qui est important à nos yeux, leur dire en plus vous serez récompensé pour ce que vous allez faire avec nous. Et c'est vrai que et on leur parle de l'outil déjà qu'on a mis en place, Oui, c'est en un disant levier que qui fonctionne bien, en fait, c'est au ça, moment du tout à fait. Donc recrutement. Oui. bah, pour nous, ça paraissait simple,
facile à mettre en œuvre. Nous, vous savez, on est presque 40, et en fait, nous ne sommes que 3 non productifs, entre guillemets, quoi. Donc, on a une structure qui est assez minimaliste en termes Mm. administratifs. Donc, cette solution, pour nous, était parfaite. Tout Et à vous fait voulez dire que adaptée. par rapport à la concurrence, c'est aussi un atout? Ah, vraiment. Ah bah, notre métier, oh, je ne vais pas trop développer là-dessus, mais notre métier, ce n'est pas de trouver du travail, c'est de trouver des gens pour le faire. Et Mm. quand on a des gens qui sont avec nous, qui sont bien, il faut surtout qu'ils restent avec nous. Et Mm. nous, il y a un turnover qui est très important, il est très facile. Tous les salariés qui sont avec nous, ils ont la chance d'être sur un secteur d'activité qui n'est pas en berne. Quelqu'un me quitte aujourd'hui, il trouve du travail demain. Voilà. Donc c'est vrai que du coup, pour faire en sorte que les gens soient contents et investis chez nous, bah, il faut les motiver. Et ça, c'est aussi un bon outil de motivation. D'accord. Et vous avez également mis en place un plan d'épargne retraite, c'est ça, un PER? Est-ce que ce sont Oui, pour les mêmes raisons? alors, bah, en fait, c'est parce qu'en fait, on avait des anciens chez nous, entre guillemets. Alors, il se trouve qu'au départ, on raisonnait pas aussi forcément au fait que les jeunes qui arrivent sur le marché du travail allaient peut-être plus tard connaître des difficultés à percevoir de la retraite et qu'ils allaient se mettre dans un état d'esprit de quelqu'un qui, dès le départ, va se dire, il faut absolument que je commence à constituer un capital retraite. Nous, c'est plus parce qu'on avait un effectif qui était un petit peu sur le tard, un petit peu vieillissant et qu'on se disait, bah, c'était peut-être bien de commencer à mettre des choses comme ça. Mais il se trouve que c'est pas le support sur lequel il y a le plus d'argent de positionner, en fait. D'accord, plutôt le PEE alors, le plan Oui. d'épargne entreprise. D'accord. C'est ça. Et ça n'empêche, OK. hein, après, voilà, c'est en place et si les gens veulent le faire, ils peuvent le faire. Voilà. On se D'accord. ferme pas de porte, en fait. C'est un outil, c'est là où il y a un côté pratique dans cet outil, dans cette mise en œuvre. D'accord, donc si on a bien entendu, donc on vous a accompagné, vous aviez une conseillère, qui vous Oui, a conseillé donc sur le support à choisir, et sur la mise en place également. Comment tout à s'est fait. passée la mise en place de ces outils-là? Je ne sais pas si vous j'ai pas bien écouté au début, est-ce que vous avez dit si vous aviez des représentants du personnel? Parce que c'est Non, un élément non, important. Donc vous n'avez non. pas de représentants Il y du avait eu carence personnel? à ce moment-là, D'accord. quand on avait demandé. Mmh. Alors ça, c'est peut-être aussi du fait de la société coopérative. Je pense qu'il y a des gens qui se sont dit que ils n'avaient pas nécessairement besoin de quelqu'un qui les représentait, dans le sens où on les représentait bien et on allait prendre soin d'eux. C'est Mmh. bête, mais je pense que c'est aussi ce modèle-là qui fait qu'il y a eu carence sur le CSE. Oui, je posais Enfin, la c'est mon question avis. parce que dans la mise en place de ces outils-là, il y a plusieurs, schémas en fait, en fonction de s'il y a une présence de CSE ou pas, mais Adrien et Patrick en parleront peut-être plus tard. Donc, dans les étapes de mise en place, est-ce que ça vous a paru simple? Est-ce qu'il y a eu des obstacles, des réticences, des doutes? Non, 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 je pense que Mmh. non, j'ai eu pas mal d'accompagnement. Encore une fois, voilà, après, c'était ma conseillère de la caisse d'épargne qui m'avait proposé ce support. Après, elle m'a demandé, enfin, elle m'a dit que je pouvais me rapprocher de gens dont c'était le métier, qui allaient me conseiller. Après, je me suis rapproché un petit peu vraiment de gens qui travaillaient chez Natixis Interépargne et là, qui m'ont conseillé. Et qui m'ont accompagné pour bah, l'ouverture d'un dossier, enfin, savoir quelles étaient les bonnes pratiques pour déposer la somme, comment ça allait se passer, enfin, différentes choses comme ça, quoi. Donc c'est pour ça que D'accord. bon, l'accompagnement pour nous était aussi essentiel, parce que on avait, enfin, ça peut être chronophage aussi en même temps. Moi, j'avais besoin que ça ne le soit pas, parce que encore une fois, comme je vous le disais, la structure est assez minimaliste, et c'est pour ça que cette solution était parfaite pour une petite entreprise. Mmh. Quand c'est une petite entreprise, il y a Charlotte maintenant qui m'accompagne, mais au tout début, j'étais tout seul et tous les gens étaient en prestation, donc je gérais tous les postes en fait. Et c'est vrai que d'avoir quelqu'un qui pouvait m'accompagner sur cet aspect-là et qui faisait en sorte que ce ne soit pas trop chronophage, et puis quelqu'un dont c'était le métier, parce qu'encore une fois, ben, il faut faire appel à des gens qui savent. Donc on a besoin de gens qui nous expliquent les choses, qui les expliquent clairement et qui assurément disent voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Moi, c'est pas mon métier, hein. Ben, on est sur une autre activité. Donc c'était important d'avoir des gens, des sachants, hein, qui nous Mmh. accompagnent. Et on fait pareil, enfin, dans la structure en général de la société coopérative, tout fonctionne comme ça, en fait. On a besoin de s'appuyer sur des gens qui savent nous expliquer, qui savent nous accompagner. Et là, c'était le cas. D'accord, et concrètement, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous calculez, alors c'est chaque année, j'imagine, comment vous calculez le montant à redistribuer? Et est-ce que Alors, les salariés ont une Charlotte, tu veux démarche prendre. à faire en Je particulier? vais laisser la parole à Charlotte qui va prendre mon relais dans quelques temps. Comme ça, elle va en parler très clairement. Le calcul est assez simple et plutôt est figé dans nos statuts à la base. En fait, le résultat net est divisé en 3. Donc il y a un tiers pour les salariés et il est réparti au temps de travail et à l'ancienneté. Pas du tout sur le salaire. On trouvait cette manière de répartir plus équitable. Donc voilà, il faut avoir travaillé 3 mois dans l'année dans la société pour avoir droit à cette participation. Et elle est vraiment calculée sur le temps de travail et sur l'ancienneté.
D'accord. Techniquement, donc il y a, donc le calcul, par personne ou ça peut varier ou, comment ça est-ce que les salariés doivent déclarer quelque chose? Est-ce qu'il y a une procédure particulière? Non, bah, pas spécialement. Nous, on fait le bilan à la fin de l'année. La personne a travaillé X jours, elle a un coefficient d'ancienneté, c'est pas aux heures, c'est vraiment aux jours travaillés. Et voilà, les congés comptent dans le temps de travail et le reste, bah, non, mais congés et jours fériés. D'accord. Alors juste une parenthèse pour nos participants, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à les poser. À la fin de cette séquence-là, on pourra répondre à vos premières questions si vous le souhaitez. Donc Monsieur Paulin et Madame Le Soudard, donc finalement, quel bilan faites-vous de ces choix-là? On devine la réponse. Ça a l'air très positif. En termes de fidélisation, de recrutement, de motivation, on sent que c'est un outil. Est-ce que vous confirmez? Est-ce que depuis donc ça fait 5 ans, c'est ça, hein? Depuis le 1er moment où vous avez installé ces supports-là, quel bilan dressez-vous finalement? Est-ce que les salariés, ont le même bilan que vous, a priori? Je dirais que oui, hein, c'est un bilan qui est très positif en fait. D'ailleurs, c'est jamais rarement un sujet. Ils nous rappellent rarement pour dire comment ça se passe, tout ça. Une fois que leur a expliqué que on allait mettre en place la participation, enfin, s'ils venaient chez nous, qu'ils travaillaient à partir du moment où ils dépassaient les 3 mois et qu'ils allaient avoir une prime de participation pour attendre ce qu'ils ont travaillé. Puis après, ça fait un bout de temps que maintenant les gens travaillent avec nous. Enfin, on a pas mal de salariés qui ont déjà passé les 5 ans d'ancienneté, alors que la société n'a que 6 ans. Donc les gens sont fidèles justement. Et là, c'est aussi la preuve du fonctionnement de tout ça, puisque en fait la participation a été mise en place il y a 5 ans. Ils ont chacun leur compte. L'argent que nous allons toucher encore cette année va être reversé en grande partie sur leur compte personnel de participation. Et c'est vrai qu'ils en ont la gestion totale. Ils nous appellent pas pour nous poser des questions. A priori, c'est que ça se passe bien. Et puis après, effectivement, ça fidélise vraiment les gens. Alors déjà, le fait d'appartenir à une société coopérative, ils se sentent un petit peu l'ambassadeur de la société. Ça, c'est vrai que c'est pas mal. On sait que quand ils sont chez des clients à nous, en fait, ils ont un comportement à avoir. Ils ont aussi le retour, entre guillemets, sur investissement de leur travail. Ils savent que, en contrepartie du fait qu'on leur demande de bons éléments, des travailleurs sérieux et en qui tout le monde a confiance, en fait, ils savent qu'ils auront le retour de tout ça. Ce sera le versement de cette prime de participation. Et pour certains, ils auront aussi l'occasion de devenir actionnaire de la société. Encore une fois, voilà, actuellement, Oui. on est près de 40, je crois qu'on est exactement 38 salariés actuellement. Sur les 38, nous sommes 15 associés, en fait. Voilà. Et c'est des gens qui font partie de l'histoire de la société quasiment, en fait, pour l'instant. Et après, bah, il y a un renouvellement, parce qu'il y a des gens qui vont partir, hein. Les retraites, pour certains, s'annoncent assez prochaines. Donc Mmh. voilà, ce sera l'ouverture à d'autres d'entrer au sein de l'actionnariat. Mais sinon, voilà, pour revenir à ça, c'est vrai que c'est vraiment un outil de fidélisation. Vraiment, moi, je le vois aussi comme ça. Et puis, je pense que le fait que nous, on ait pu intervenir dedans, eux, ça les tranquillise aussi quelque part. Et je trouve que ça fait preuve d'une certaine honnêteté quelque part. On peut pas intervenir à ce moment-là et envers la participation. Si c'est eux qui gèrent leur denier entre guillemets, ils ont différents supports sur lesquels ils peuvent placer tout ça. Ça les engage un petit peu à boursicoter entre guillemets, si je peux dire. C'est pas tout à fait ça, mais bon, non, c'est un élément qui nous semble, ouais, enfin complètement adapté à notre structure en tout cas. Vraiment. Bon, parfait, merci beaucoup. Alors, bah, écoutez, on a fait un peu le tour. Je vois des questions, mais je pense que ces questions, on va les poser plutôt après l'intervention ou pendant l'intervention d'Adrien ou de Patrick, puisque c'est des questions un peu plus techniques sur les dispositifs, quand ça concerne les financements d'entreprise, le statut des salariés, et cetera. Heu, Si vous avez des questions qui s'adressent spécifiquement, à Atescope, n'hésitez pas, c'est le moment. Je pense que vous restez avec nous jusqu'à la fin, donc on accueillera Bien les sûr. questions jusqu'à la fin. Donc personne n'a de questions spécifiques sur, Atescope? Non? Est-ce que, Marie, tu veux compléter, poser une autre question peut-être que j'aurais oubliée?
Poser une question, non, mais en remerciant en tout cas Christian pour son intervention. Je pense que ce qui est intéressant surtout, c'est qu'on voit bien qu'ils avaient l'idée, ils avaient le besoin, et ils se sont tournés, alors en l'occurrence, vers leur conseillère caisse d'épargne, mais c'est sûr que comme elle fait que de l'ESS, elle savait exactement répondre à tous ces sujets, et on va peut-être revenir aussi dans le chat là-dessus, parce que oui, bien sûr, si on vous en parle aujourd'hui, ça s'adresse au SCOP, mais ça s'adresse aussi aux associations qui ont des financeurs et des CEPOM, PRD et compagnie. Donc bien sûr que si on vous présente ça aujourd'hui avec l'UDES, c'est que ça s'adresse à toutes les structures de l'ESS, quel que soit leur statut. Et justement, l'idée derrière, c'est de se dire c'est possible, j'en ai envie, et ben je contacte mon référent et j'adapte le dispositif au cas par cas, et je pense que Christian l'a bien expliqué. En tout cas, il y a des gens pour répondre à vos questions, et le principe, c'est ouvert à tous, mais ensuite, il faut personnaliser en fonction de sa spécificité. Je vois simplement qu'il y avait des questions sur comment est répartie la valeur. Christian, on parle de 3 tiers, donc Oui. un tiers pour l'intéressement et les autres Oui. tiers. Après, c'est un tiers pour l'entreprise et un tiers pour les actionnaires. Voilà. Voilà, parce qu'on est dans une Oui, comme SCOP, ça. donc c'est un peu particulier. Il y a C'est aussi ça. les salariés qui sont intéressés au capital. Voilà ce que peut-être je pourrais dire en complément. Très bien. Merci beaucoup. On garde au chaud les autres questions peut-être. Oui. Et on va donner la parole à Adrien Manicea, directeur institutionnel et grand compte réseau chez Natixis Interépargne. Donc bonjour Adrien, merci d'être ici. Je vous laisse nous expliquer donc en quoi un employeur peut être intéressé par tous ces dispositifs. Merci, bonjour Philippine, bonjour à toutes et à tous, et encore merci à Tescope pour ce témoignage. Donc effectivement, l'objectif de cette réunion, c'est aussi de faire de la pédagogie, et même si ça a déjà été dit depuis le début de cette réunion, les différentes raisons de mettre en place ces dispositifs. Donc c'est ce qu'on va vous présenter dans un prochain slide. Moi, je suis très heureux d'être aujourd'hui parmi vous pour pouvoir vous exposer tous ces sujets. Donc, on peut passer au prochain slide. Merci beaucoup. Donc, en 4 points, donc le sommaire. Donc, quels sont les objectifs en tant qu'employeur de l'ESS? Le point 2, donc les avantages, quelques avantages de ces dispositifs en complément de ce qui a déjà été dit. Le point 3, donc comment mettre en place un dispositif, notamment en fonction de l'existence ou non de représentants du personnel, et une synthèse en point 4. Donc, les objectifs de l'employeur, de l'économie sociale et solidaire des employeurs, donc effectivement, ça a été dit, c'est de développer son organisation. Et pour développer son organisation, il est important de motiver ses salariés, de les récompenser, ça a également été dit. Et il est également important de pérenniser les effectifs. Donc ça fait partie de la fidélisation. Et au départ, on doit pouvoir donc renforcer son attractivité. Et ça, c'est vraiment avec l'épargne salaire retraite, donc des dispositifs qui répondent à ces besoins des employeurs de l'économie sociale et solidaire pour pouvoir justement assurer la pérennité de son organisation. Vous avez fait le parallélisme depuis le début entre les entreprises classiques et les entreprises de l'ESS. Il y a effectivement des points de concordance, notamment en termes d'attente des salariés. Donc les salariés, ils souhaitent percevoir un complément de rémunération, et avec ces dispositifs d'épargne salaire retraite, on a là une solution clé en main. Ils souhaitent de plus en plus être accompagnés par leur employeur dans la constitution d'une épargne, soit de projet, soit retraite. Et là, la retraite, c'est clairement un sujet d'actualité, et de plus en plus, c'est une attente des salariés d'être accompagnés en la matière. Les sujets, les enjeux, c'est aussi augmenter le pouvoir d'achat pour les salariés. On a évoqué l'intéressement ou la prime partage de la valeur qui peuvent à la fois être épargnés ou touchés immédiatement, et effectivement bénéficier du partage de la valeur créée au sein de l'organisation de l'économie sociale et solidaire. Donc l'objectif global, c'est de développer son organisation tout en répondant aux attentes des salariés, en les valorisant, et ces dispositifs peuvent vraiment répondre sur la partie capital humain, aux besoins des employeurs de l'ESS
et aux attentes de vos salariés. Ça répond également aux piliers de la responsabilité sociale et environnementale, donc les politiques RSE chez les employeurs, quel que soit le statut, et notamment, donc Atescope l'évoquait en témoignage, il y a des supports de placement qui sont proposés dans le cadre de ces dispositifs. Nous avons effectivement dans le groupe Caisse d'épargne, Natixis Interépargne, des solutions également de placement responsables, donc des placements dits investissements socialement responsables et également solidaires, puisque nous sommes leaders sur cette partie épargne salariale en matière de placement responsable, ISR et solidaire. Donc, ces attentes des salariés et ces besoins des employeurs de l'ESS, il y a un baromètre juste derrière qui a été réalisé par l'IFOP qui vient corroborer ces attentes des salariés. Donc, c'est l'IFOP qui a réalisé ce baromètre qui a été fait en avril 2024 auprès d'une population représentative, un échantillon représentatif de la population française à partir de 18 ans, auprès d'un peu plus de 2000 répondants. Et on leur demandait de s'exprimer sur leurs attentes au niveau de l'épargne salariale et de l'épargne retraite. Donc leurs attentes, les 3 points principaux qui sont ressortis, c'est effectivement faire face à des imprévus. Donc grâce au plan d'épargne entreprise et au plan d'épargne retraite collectif, bien que l'objectif au départ, c'est de bloquer de l'épargne pour des projets ou pour la retraite, on peut également débloquer cette épargne en cas d'aléa de la vie, décès, invalidité, etc. Le point 2 qui est ressorti, donc, c'est la préparation d'un projet. Et donc, effectivement, comme je le disais précédemment, avec le plan d'épargne entreprise, on peut se constituer une épargne à moyen terme sur une durée de 5 ans et qui vise généralement l'acquisition de la résidence principale, un mariage ou tout autre projet. Et enfin, le point 3, donc l'enjeu de la retraite, même si la retraite par répartition va rester le socle, il y a un besoin aujourd'hui de préparer sa retraite en plus avec des systèmes de capitalisation qui existent déjà, aussi bien dans les entreprises privées, dans l'économie sociale, l'économie classique et même chez les fonctionnaires avec le préfonds. Et là, le plan d'épargne retraite collectif permet aux salariés des entreprises de l'économie sociale, quelle que soit leur taille, de pouvoir donc placer de l'argent, épargner pour préparer leur retraite grâce à l'intéressement, à la prime partage de la valeur ou à d'autres types de flux d'alimentation qu'on va vous évoquer un peu plus tard dans la présentation. Donc, voilà, donc c'est vraiment des systèmes de partage de la valeur qui permettent de répondre à vos besoins de recrutement, de fidélisation, de motivation et aux attentes des salariés, puisqu'encore une fois, on a fait un parallèle entre les entreprises du privé et les entreprises classiques et l'économie sociale. Les salariés, encore une fois, ont tous les mêmes attentes, en tout cas en matière de récompense et d'appartenance à l'entreprise. Donc voilà pour le point 1, ce qu'on voulait vous évoquer en préambule. Sur le point 2, au-delà des avantages donc de ressources humaines, de capital humain qu'on vient d'évoquer, les dispositifs d'épargne salariale et retraite, donc comme je le disais, vont permettre à travers notamment 2 dispositifs qu'on a souhaité mettre en valeur aujourd'hui, que sont le plan d'épargne entreprise et le plan d'épargne retraite, permettre aux salariés donc de se constituer une épargne à moyen terme et à long terme en vue de la retraite, comme on l'a dit. Alors, à moyen terme, ça signifie quoi? Ça veut dire que les salariés qui vont venir alimenter le plan d'épargne entreprise à travers de l'intéressement, à travers du versement volontaire, de l'abondement, ils vont pouvoir épargner sur une durée de 5 années et au bout de 5 ans, cet argent devient liquide. Ils vont pouvoir soit le sortir, soit le laisser fructifier sur les supports financiers sur lesquels ils auront versé leur épargne. Enfin, je le disais, le plan d'épargne retraite collective permet de se constituer une retraite par capitalisation avec l'aide de l'employeur de l'ESS. Donc, vous participez avec l'aide donc vous participez avec votre abonnement, votre intéressement à la constitution d'une épargne retraite pour le salarié. Et donc, vous le disiez également en introduction, c'est dans l'ADN de l'ESS de pouvoir accompagner les salariés également sur ce sujet. Alors, sur ces dispositifs d'épargne salariale et d'épargne retraite, quels sont les flux d'alimentation? Quels sont les versements possibles de ces dispositifs? On a distingué ici les flux plan d'épargne entreprise, plan d'épargne retraite. Donc, je peux verser ma prime d'intéressement, mon abondement
effectuer des versements volontaires ou bien la prime partage de la valeur. On peut aussi effectuer de la participation au bénéfice, qui est un flux d'alimentation beaucoup moins présent dans les entreprises de l'ESS. Et sur le plan d'épargne retraite collectif, en plus des flux d'alimentation que je viens de citer sur le PE PERCOL, je peux aussi effectuer des versements volontaires déductibles de mon revenu global imposable, effectuer des transferts de jours de repos non pris dans le PERCOL, ou si je dispose d'un compte épargne-temps dans mon organisation, je peux également transférer des jours issus du compte épargne-temps vers le PERCOL. Donc, vous voyez, il y a des flux d'alimentation qui sont les mêmes pour le PE PERCOL. Et pour le plan d'épargne retraite, il y a en plus des flux d'alimentation qui ne sont pas possibles dans le plan d'épargne entreprise. Les bénéficiaires de ce dispositif donc sont tous les salariés, qu'ils soient en CDI, en CDD ou en apprentissage. La condition sine qua non, dans la plupart des cas, c'est de justifier une ancienneté de 3 mois. Et si j'ai 3 mois d'ancienneté, je suis bénéficiaire de plein droit de l'ensemble de ces dispositifs. Alors, donc, ces types d'épargne, plan d'épargne entreprise, plan d'épargne retraite, c'est un peu un mix entre de l'épargne et de la rémunération périphérique. Vous le disiez en introduction, donc effectivement du salaire différé. Eh bien, pourquoi les mettre en place en plus de motiver, fidéliser ses salariés? C'est parce que ce sont des systèmes de rémunération qui bénéficient d'avantages sociaux et fiscaux très importants. Alors, là encore, tout va dépendre du flux d'alimentation et ça va aussi dépendre de la taille, de l'effectif de l'entreprise de l'ESS. Si je verse de l'abondement, de l'intéressement ou une prime partage de la valeur, je suis dans tous les cas exonéré de charges patronales. Et ça, c'est le point le plus important. C'est vraiment cette exonération de charges patronales comparativement à du salaire qui rend efficace ces dispositifs. Ensuite, en fonction de la taille, donc de l'effectif de l'entreprise, pour les entreprises de moins de 50 salariés, l'abondement n'a pas du tout de forfait social. Et à partir de 50 salariés, il y a un forfait social qui s'applique à hauteur de 20% sur le plan d'épargne d'entreprise et de 16% sur le PER. S'agissant de l'intéressement, cette fois-ci, le forfait social ne s'applique qu'à partir de 250 salariés. Là encore, à hauteur de 20% sur le PE et 16% sur le PERCOL. Et la prime partage de la valeur, de la même manière, s'applique, le forfait social s'applique également à partir de 250 salariés. C'est la même chose que pour l'intéressement. Alors, ce qu'il faut noter, et c'est très important, c'est ce qui était évoqué en introduction également, c'est que la prime partage de la valeur est aujourd'hui, comparativement à l'intéressement, par exemple, moins intéressante pour la bonne et simple raison que l'ensemble de la prime partage de la valeur, qu'elle soit versée ou touchée immédiatement par le salarié, rentre dans le revenu fiscal de référence et du coup empêche le salarié parfois de continuer à percevoir des droits sociaux, étant donné que cette prime partage de la valeur rentre dans le revenu fiscal de référence. En tout cas, ce qu'il faut retenir, et c'est le point majeur, c'est qu'il n'y a pas de charge patronale sur cette rémunération que vous versez. Vous versez 1 000 € d'intéressement, par exemple, à vos salariés, ça vous coûte 1 000 € jusqu'à 249 salariés. Et si vous versez 1 000 € de prime classique sur salaire, ça vous coûte grosso modo 1 500 € si on se prend une hypothèse de charge patronale à hauteur de 50%, ce qui est la moyenne constatée aujourd'hui. Donc voilà pour les avantages sociaux, notamment pour l'entreprise de l'ESS, et ça passe bien sûr en charge en année N lorsque c'est versé. Alors, les avantages sociaux et fiscaux pour les salariés. Donc, les salariés bénéficient, eux, lorsqu'on verse de l'abondement ou de l'intéressement, par exemple, dans le PE ou le PERCOL. Ils bénéficient également des avantages sociaux qui consistent à être exonérés de charges salariales hors CG-CRDS à hauteur de 9,7%. Donc, par exemple, 1 000 € brut me donne 903 net. Et donc, ça, c'est l'avantage social. Si je veux profiter à plein du dispositif, et donc m'exonérer d'impôt sur le revenu, bénéficier de l'avantage fiscal, charge à moi salarié de verser cet intéressement dans le plan d'épargne entreprise ou le plan d'épargne retraite. Et donc, je bénéficie à la fois de l'avantage social et fiscal si j'ai décidé d'épargner mes primes d'intéressement. S'agissant des versements volontaires déductibles, on le disait précédemment, je peux les effectuer dans le cadre du PER. Et donc là, je contribue encore davantage à la constitution de mon épargne retraite lorsque j'effectue ces versements. Lorsque j'ai investi mon argent, par exemple 1 000 € sur le PE,
Au bout de 5 ans, au lieu des 1 000 euros, j'ai par exemple 1 150 euros. Eh bien, ces 150 euros de plus-value réalisée de l'épargne ne sont pas imposables. Par contre, il y a la CGCRDS à hauteur de 17,2% qui vont s'appliquer sur ces bénéfices de l'épargne. Donc, en quelques mots, l'avantage principal pour les salariés, c'est l'exonération de charges salariales et l'exonération totale d'impôt sur le revenu sur ces dispositifs. Alors, on le disait lorsqu'on a évoqué donc le baromètre IFOP tout à l'heure sur donc la perception des salariés, leurs attentes en matière d'épargne. Ces dispositifs de salaire différé, d'épargne collective, de rémunération périphérique permettent d'épargner donc au départ sur 5 ans avec le PE jusqu'à la retraite sur le PERCOL. Il existe toutefois des cas de déblocage anticipé qui viennent d'ailleurs d'être complétés suite à la loi de partage de la valeur et aux décrets qui sont parus en juillet 2024. Donc, je ne vais pas vous citer tous les cas de déblocage anticipé compte tenu du timing. Les principaux cas qu'on peut constater aujourd'hui, c'est l'achat de la résidence principale. Et donc, je peux acheter ma résidence principale et débloquer le PE comme le PERCOL, ça aussi c'est important de le noter. Le PERCOL, c'est souvent utilisé pour la retraite, mais aussi pour avoir un apport pour sa résidence principale. Donc effectivement, il y a aussi tout ce qui est mariage, tout ce qui est PACS. Et les 3 nouveaux cas qu'on souhaitait aborder aujourd'hui, c'est principalement donc 2 cas qui ont déjà pas mal démarré depuis leur création. C'est le déblocage dans le cadre de la rénovation énergétique pour la résidence principale. Donc ça, c'est une nouveauté qui date de juillet 2024. J'ai également l'achat d'un véhicule propre, notamment véhicule électrique ou à hydrogène. Les véhicules hybrides ne sont pas acceptés. Et je peux également débloquer donc pour participer aux frais des proches aidants. Voilà, donc c'est les 3 nouveaux cas de déblocage anticipé qui viennent d'être mis en œuvre depuis maintenant à peu près 9 mois. Voilà, donc c'est des cas effectivement qui viennent s'ajouter à la dizaine de cas qui existaient notamment sur le PE. Et comme vous pouvez le voir, ces cas de déblocage anticipé ne concernent que le plan d'épargne entreprise. S'agissant du plan d'épargne retraite, il n'y a pas eu de nouveaux cas proposés par le législateur. Alors, je vous propose de passer au point 3, donc comment mettre en place un dispositif d'épargne salariale et d'épargne retraite. Et donc la bonne nouvelle, c'est que quel que soit votre effectif, quel que soit le mode de représentation dans l'entreprise de l'économie sociale et solidaire, tout le monde peut mettre en place ce dispositif. Toutes les entreprises de l'ESS sont éligibles et ont donc un formalisme à appliquer pour mettre en place les dispositifs qui va dépendre donc du mode de représentation dans votre organisation. Donc là, on parle bien de la mise en place des plans d'épargne entreprise et des plans d'épargne retraite. Donc pour les entreprises qui ne disposent pas d'un comité social et économique ou de délégués syndicaux, donc elles peuvent mettre en place ce dispositif par ratification de tiers de salariés ou par décision unilatérale de l'employeur. Lorsque elles ont un PV de carence, notamment, elles peuvent le mettre en place par décision unilatérale de l'employeur. Et elles doivent aussi donc signer les règlements plan d'épargne entreprise et plan d'épargne retraite collectif. Elles peuvent également choisir de le mettre en place lorsqu'elles n'ont pas de partenaires sociaux, en le faisant ratifier le PE et le PERCOL aux 2 tiers des salariés, en gardant et en signant donc les règlements PE-PERCOL, et ce fameux documentation de consultation des salariés qui doivent donc dire oui, ils sont d'accord pour mettre en place ce dispositif aux 2 tiers d'entre eux. Donc ça, c'est pour les entreprises qui ne disposent pas de CSE ou de délégués syndicaux. S'agissant des entreprises qui disposent donc de partenaires sociaux ou donc de comités social et économiques ou de délégués syndicaux, les modes de mise en place du plan d'épargne entreprise et du plan d'épargne retraite vont être d'abord une négociation au sein du comité social et économique ou avec les délégués syndicaux. Dans ce cas-là, les documents nécessaires sont le règlement PE-PERCOL qu'on met à votre disposition dans tous les cas et le procès-verbal d'approbation, en l'occurrence ici du CSE, si c'est avec le CSE. En cas d'échec de négociation, il y a toujours ce fameux règlement PE-PERCOL à signer, à compléter, avec le PV de consultation du CSE, le PV de désaccord des négociations et donc la signature unilatérale du dispositif.
Je peux également, en cas d'échec de négociation, là aussi, il y a plusieurs options qui s'offrent à vous. Donc, faire ratifier le règlement PE-PERCOL par l'ensemble de mes salariés, donc aux 2 tiers des salariés. Et donc là, je dois produire les documents PE-PERCOL, le PV de consultation du CSE, de désaccord, et également toujours cette fiche de ratification des salariés. Et donc là, ça va aussi dépendre donc, du nombre de salariés pour pouvoir identifier le nombre de signatures nécessaires. Donc encore une fois, la bonne nouvelle, c'est que tout le monde peut mettre en place ce dispositif en le négociant ou par défaut, comme vous l'aurez compris, en le mettant en place par décision unilatérale de l'employeur. Alors, en synthèse, donc ces dispositifs de partage de la valeur qui sont mis en lumière notamment par la nouvelle loi, c'est une solution offerte qui est gagnant-gagnant entre l'employeur et ses salariés. Des leviers RH, une politique sociale attractive, salariale attractive avec la mise en place de ces dispositifs. Ça permet de fidéliser, de renforcer l'engagement des collaborateurs. C'est mis en œuvre dans un cadre social important avec les exonérations de charges patronales pour l'employeur de l'ESS. Et s'agissant des salariés, ça répond à leurs attentes de rémunération complémentaire, d'augmentation de pouvoir d'achat, d'épargne de projet ou d'épargne en vue de la retraite. Et ça renforce le sentiment d'appartenance, la reconnaissance des salariés. Et l'objectif, c'est de vrai au développement durable des entreprises, de l'économie sociale et solidaire. Merci beaucoup, Adrien. On peut peut-être prendre quelques questions qui sont dans le chat. Par rapport à la PPV, c'est vrai qu'il semblait à plusieurs personnes que la PPV n'était pas imposable sous 3 fois le SMIC. Est-ce que c'est ça? Alors, la PPV, maintenant, il faut distinguer donc les entreprises de l'ESS, les entreprises classiques, qui ont moins de 50 salariés et celles qui ont plus de 50 salariés. Donc, si je suis en dessous de 50 salariés, la PPV est toujours désocialisée et défiscalisée. D'accord? Par contre, si je suis au-dessus de 50, à partir de 50 salariés, quel que soit le salaire, elle est dorénavant imposable si je ne la verse pas dans le plan d'épargne d'entreprise ou le plan d'épargne retraite. Raison pour laquelle on a eu, nous, depuis le début de l'année, pas mal d'organisations, d'entreprises de l'ESS qui nous ont appelés pour mettre en place un PE-PERCOL pour accueillir, le cas échéant, cette prime partage de la valeur. D'accord, mais la CSG, la CRDS, ça s'applique toujours dans tous les cas, non? La CGCRDS s'applique toujours pour les entreprises à partir de 50 salariés, tout à fait. Ah d'accord, à partir de 50 salariés. Tout à fait. Et donc j'ai une autre question, pouvons-nous y mettre des conditions d'assiduité? Je pense que Monsieur Collin parle toujours de la PPV, oui. Alors là, sur les conditions d'assiduité, c'est plutôt effectivement la PPV et peut être déterminée et peut être mise en œuvre en fonction d'une ancienneté, en fonction d'une durée de présence effectivement dans l'entreprise, en fonction d'une rémunération. Donc, je peux la mettre en œuvre en distinguant effectivement les différents salariés par rapport aux différents critères que je viens d'évoquer. D'accord. Et puis un détail important, une question qui est posée, c'est il s'agit de 11 salariés, enfin du nombre de salariés ou du nombre d'ETP? C'est salarié, c'est 11 salariés. Salariés, quel Tout à que fait. soit le temps de travail. Tout à fait. C'est le nombre moyen de salariés qu'on retrouve dans l'entreprise. Voilà. D'accord. Alors il y aurait une question peut-être pour monsieur Bouterin, tout à l'heure. Est-ce que ça dépend du secteur d'activité ou est-ce que l'intéressement par exemple peut être, proposé à tous les types de structures? Non lucratif, régie de quartier, Alors, autres structures? L'intéressement peut aujourd'hui être proposé à tout type de structure, quel que soit le secteur d'activité. C'est juste qu'on faisait depuis le début le parallélisme entre les entreprises classiques, les entreprises de l'ESS. Et ce qu'il faut distinguer, c'est après les critères de déclenchement. C'est-à-dire vous avez l'intéressement qui vont être déclenchés effectivement sur du résultat, du bénéfice, etc. Mais ce qui est bien avec l'intéressement et le point fort de l'intéressement par rapport, par exemple, à la participation au bénéfice, c'est qu'on peut également mettre en place des critères de déclenchement extra-financiers et qui vont donc s'adapter aussi bien aux entreprises de l'économie sociale et solidaire qu'aux entreprises classiques. Donc du lucratif comme du non lucratif, tout dépend du déclencheur, en fait, c'est Tout ça? dépend du déclencheur, tout à fait. Et là, après, c'est du cas par cas, effectivement, en fonction de chaque organisation, de sur quel levier il faut appuyer, qu'est-ce qui est important pour l'organisation pour se développer. Et donc là, on peut étudier des accords d'intéressement sur mesure, le cas échéant. On a un partenaire avec lequel on travaille, d'ailleurs, qui s'appelle MCR Consultant, qui intervient avec nous sur des cas un peu sur mesure. On a des intéressements dits classiques,
avec des options RSE également, hein, qui peuvent s'adapter aux entreprises de l'ESS, mais on a aussi des intéressements sur mesure, au cas par cas, notamment dans le domaine du médico-social ou des entreprises un peu spécifiques. D'accord, Marie? Marie avait une question. Oui, en complément de ce qui est dit, je voudrais insister vraiment sur cette notion de cas par cas, c'est-à-dire que c'est chaque association, chaque employeur qui va décider des conditions à la fois de création de ce que l'on va répartir. Et soyons clairs, on ne sera jamais obligé de répartir une valeur que l'on n'a pas en fait. Donc là aussi, c'est un dispositif qui est hyper sécurisé par rapport aux entreprises, aux associations employeuses, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de résultats à distribuer, eh bien, il n'y a évidemment pas de distribution, donc on ne va pas mettre en péril la situation financière de la structure employeuse. Et ensuite, les critères de déblocage vont correspondre et être élaborés au cas par cas selon chaque association. Ça peut être aussi en fonction du projet associatif. Si on a un projet de transition écologique et notamment de frugalité par rapport aux consommations d'énergie, et ben, ça peut être aussi une façon d'objectiver les salariés sur ces économies. Ça peut être aussi une façon de favoriser l'assiduité en disant que si on réussit à limiter le recours à des personnels vacataires, par exemple, ou intérimaires, et ben, à ce moment-là, on partagera. Et c'est aussi ça qui va permettre de faire accepter un dispositif de partage de la valeur de la part de certaines tutelles, parce qu'on va bien expliquer qu'en fait, c'est une économie ciblée et qui est liée à l'efficacité des salariés ciblés sur un certain nombre d'objectifs. Donc ça, moi, j'insiste quand même beaucoup sur le cas par cas. Et en gros, l'idée de se dire, ces outils, ils sont à votre disposition. Prenez conseil là-dessus, accompagnez-vous d'acteurs qui s'y connaissent et surtout qui vous permettront à la fois d'avoir des accords un peu type qui vous permettront aussi de vraiment débroussailler le sujet, mais ensuite d'identifier chaque indicateur, chaque critère de déclenchement en fonction de la spécificité de votre structure et de la façon dont elle constitue son résultat. Notamment parce que les structures de l'ESS vont avoir peut-être un peu plus de particularités, un peu plus se distinguer les unes des autres. Sur les entreprises dites classiques, souvent, encore une fois, c'est un bénéfice, c'est une ligne de l'alias fiscal, alors que sur les structures de l'ESS, ça va être, comme le disait Marie, vraiment du cas par cas, certaines qui vont vouloir appuyer sur la fluidité, d'autres sur la partie économie d'énergie, etc. Et donc là, l'intéressement répond vraiment à toutes les problématiques et à tous les enjeux de chaque organisation. Ça veut dire Alors, que bien sûr, vous parlez avec vos tutelles, hein, je vois dans le chat. Oui, évidemment. Mais ça fait partie quand on dit au cas par cas, c'est exactement ça. Mais ça s'est déjà vu, donc, et on sait aussi que vos autorités de tutelle, l'UDES connaît bien ça, peuvent avoir des réactions différentes, par exemple, selon les départements où vous vous situez. Donc, voilà, si on vous en parle, c'est que c'est possible. Mais bien sûr, ça se discute, ça se négocie. Il n'y a pas d'obligation, et c'est une décision qui se fait chaque année à l'échelle de l'entreprise, donc. C'est pas systématique. Ce que disait Marie, c'est que l'intéressement, ce qui est souvent triennal, hein, c'est sur 3 années, 3 exercices. Il peut y avoir une année où il va se déclencher, l'autre année un peu moins, et peut-être la troisième pas du tout, etc. Et donc à chaque fois, tous les 3 ans, même si on le veut par avenant, on peut revoir chaque année les critères, les ajuster, etc. Donc c'est important de bien déterminer les critères au départ, qui s'adaptent bien à chaque organisation. Et encore une fois, c'est des systèmes évolutifs, donc on peut revoir la copie au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, etc. Voilà. Alors j'ai une question, faut-il prévoir la taxe sur salaire qui s'ajoute à la prime globale d'intéressement? Là, je pense qu'il y a une question de Sur les fiscalisation entreprises en fait qui ne sont pas soumises à la TVA, il y a effectivement la taxe sur les salaires. Tout à fait. Oui, voilà, on parle de l'ESS ou des structures de l'ESS qui sont soumises à la taxe sur les salaires, voilà. La prime de partage de la valeur est-elle possible si pas d'accord de branche? Ça, c'est peut-être une question plutôt qui va s'adresser à Patrick après. D'ailleurs, le temps avance. J'ai répondu sur le chat. Oui, ah oui, d'accord. J'ai répondu sur le chat. Oui, c'est tout à fait possible sans accord de branche. La loi, justement, sur le partage de la valeur a invité les partenaires sociaux au niveau des branches à négocier sur le sujet, mais ce n'est qu'une faculté. Les entreprises peuvent la mettre en œuvre directement.
Et elle le D'accord. faisait d'ailleurs même avant cette loi sur la partage de la valeur. On l'a évoqué, la prime Macron, la prime PEPA, et la prime partage de la valeur est une héritière. C'est le nouveau nom de la prime Macron et de la prime PEPA. Voilà. D'accord. Tous Je vois ces Patrick dispositifs, d'ailleurs, ouais. peuvent être mis en place sans en avoir eu l'obligation, hein. Encore une fois, il y a de nombreuses structures. Philippine, vous citiez les taux d'équipement au départ, Mmh. des entreprises classiques et de l'ESS qui ont mis en place ces dispositifs sans y avoir d'obligation, mais justement sur la base du volontariat, parce qu'ils y ont trouvé les bénéfices pour elles et leurs salariés, avant même qu'il y ait une loi qui le rende obligatoire. D'accord, mais du coup, ça revient à une question, donc chacun est libre de la mettre en place et chaque salarié est libre de souscrire ou pas, c'est ça? Complètement. On est Alors d'accord? après sur la prime partage de la valeur, ce qu'on a vu nous sur le terrain, mais après ça peut évoluer, la plupart des salariés sont souvent concernés, donc ils vont accepter la prime, hein, Mmh. ils vont pas la Y compris refuser. en CDD Après, d'ailleurs, c'est une précision. bah, il y a les CDI, les CDD peuvent avoir droit à l'ensemble de ces dispositifs, hein, quel Oui. que soit le Sous système la de partage de la condition de valeur. d'ancienneté peut-être Et, aussi, ouais. et effectivement, le point important, c'est que par contre, il n'y a pas d'obligation de verser dans le PE PERCOL son intéressement ou sa prime partage de la valeur. Là, c'est vraiment au choix du salarié, s'il souhaite épargner, défiscaliser, préparer un projet ou sa retraite. Et ceux qui ont besoin tout de suite, c'est pour ça que je disais, ça répond à plusieurs attentes des salariés. Ceux qui ont besoin de pouvoir d'achat immédiat, ils peuvent débloquer tout de suite la PPV ou l'intéressement. Très bien, merci beaucoup. On va, laisser la parole à Patrick. Il y aura peut-être encore des questions après et Patrick pourra peut-être répondre aux questions, au fil de sa présentation. Donc Patrick, es-tu là? Patrick va nous apporter quelques compléments et quelques éclairages sur la mise en place de ces dispositifs au travers du dialogue social. Est-ce que dans un premier temps, Patrick, je vois que dans le chat, tu as répondu, aux questions relatives à, pardon, au fait que les associations, puisque là on s'adresse évidemment, aux structures de l'ESS et donc en particulier aux associations et aux structures qui sont, financées en grande partie par, les pouvoirs publics, donc ça c'est une question qui est revenue aussi. Que se passe-t-il et pour ces structures-là, quant à justifier le fait de mettre en place ce genre de dispositif? Heu, Est-ce que Patrick, tu peux donner une réponse? Je pense que tu l'as donnée dans le chat, mais ce serait pas mal par oral. Est-ce que Patrick est toujours là? Ah? Ah, je crois qu'il a un problème technique. D'accord. Alors cette question, si je peux répondre succinctement en attendant que Patrick revienne. Alors oui, excusez-moi, je ne retrouve pas la question. Hop. Voilà, donc quand une structure est financée à, quand même une grande majorité, par des financements publics, c'est une question ça dans l'économie sociale et solidaire et que les résultats quand ils sont, positifs permettent peut-être de mettre en place un accord d'intéressement. Il y a parfois des freins vis-à-vis des pouvoirs publics, et là l'UDES travaille, sur ce sujet-là justement pour essayer de lever ces freins. Ça fait partie du travail du pôle de relations sociales et de plaidoyer de l'UDES, justement pour lever ça. Parce que en principe, ça ne devrait pas poser problème. En pratique, c'est un peu plus compliqué en fonction des interlocuteurs des structures. Est-ce que nous avons retrouvé Patrick? Patrick n'a plus de son, mais alors, mais Patrick, ah oui, je ne vois pas ton image non plus. En te déconnectant, en te reconnectant, ça va peut-être refonctionner. Est-ce que tu as utilisé le lien intervenant et pas le lien participant? Ce qui est Oui, il a discriminant. Le utilisé, lien il a utilisé le bon lien, mais il est en muet. Je ne sais pas s'il peut le désactiver. alors, qu'est-ce qu'on avait prévu ensuite?
En tout cas, juste là, je vois une question. Existe-t-il un plan d'épargne volontaire du salarié abondé mensuellement par l'employeur? En tout cas, là, c'est pas l'idée de ce dont on parle aujourd'hui. On parle aujourd'hui d'un partage de la valeur qui se fait une fois par an en fonction d'un certain nombre de critères qui à la fois déclenchent cette valeur que l'on peut partager. Donc ça peut être une forme de résultat, et ça c'est bien à discuter avec vos tutelles et selon la façon dont est construit ce résultat, comme je vous le disais, sur des économies d'énergie, des choses comme ça, on a vraiment réussi à le faire accepter dans certains territoires. Et ensuite, c'est donc une fois par an, ce résultat est partagé. Et comme l'a expliqué à la fois Atescope, c'est assez simple, puisque l'entreprise en fait a un résultat et finalement une liste de noms de salariés avec en face, en fonction si c'est au prorata du temps de travail par exemple, ou de l'ancienneté comme ça a été, le bénéfice pour chacun. Et ensuite du coup le partenaire qui se charge de la gestion de cet intéressement par exemple, il le déclenche pour chaque salarié, et chaque salarié fait son propre arbitrage. Est-ce qu'il préfère l'empocher ou est-ce qu'il préfère le placer? Et Natixis Interépargne notamment a tout un système d'application qui est personnel, où chacun va gérer la petite épargne qui se constitue et va choisir de le placer sur certains fonds plus ou moins risqués, plus ou moins rémunérateurs, plus ou moins engagés, selon ce que chaque salarié souhaite. Et ensuite, c'est vrai, c'est son univers personnel et son choix d'arbitrage personnel. Oui, c'est ce qui avait plu à Atescope en particulier. Exactement. Ouais. On a retrouvé Patrick. Merci beaucoup, Marie. À toi, Patrick. Il n'est pas encore dit. Juste pour compléter, Marie, tes propos, parce que j'ai vu la question, donc je crois que ça parlait effectivement des versements volontaires avec abondement. Donc l'abondement peut être versé sur l'intéressement, peut être versé sur la PPV, peut être versé sur les jours de repos non pris, mais aussi sur les versements volontaires. Donc là aussi, sur des petites structures, on peut avoir aussi le système de l'abondement qui soit versé annuellement, mensuellement, trimestriellement. Ça, c'est vraiment l'organisation de l'entreprise de l'ESS après qui le prévoit. Là aussi, c'est du cas par cas. Voilà. D'accord. Est-ce que Patrick est revenu? Merci beaucoup, Adrien. Adrien. Absolument. Ah, super. Je suis là, absolument. Oui, donc, dans la mise en place d'un accord d'intéressement, notamment, on va retrouver bien évidemment un certain nombre de dispositions communes avec des plans d'épargne salariale. Donc, bien évidemment, le principe, c'est avant tout un accord collectif d'entreprise conclu avec les délégués syndicaux de l'entreprise. Nous le savons bien, compte tenu de la taille, notamment modeste, de la grande majorité des structures de l'ESS, ça ne sera pas forcément le cas le plus usité. Par contre, on le voit, ça peut être un vrai sujet à voir avec son comité social et économique. C'est ce qui doit être mis en place à partir de 11 salariés. Et donc là, aujourd'hui, de plus en plus de structures de l'ESS, finalement, mettent en place des dispositifs, tout simplement, avec leur CSE. Il existe également, notamment dans le cas où un CSE n'aurait pas été installé, la possibilité d'une ratification à la majorité des 2/3 du personnel d'un projet d'accord d'intéressement, qui peut bien évidemment permettre de faire du lien avec l'ensemble du personnel et vraiment de monter un projet d'entreprise, que chaque salarié se sente pleinement impliqué dans la mise en place d'un tel dispositif d'intéressement. Alors, l'intéressement, comme je vous l'avais dit en introduction, c'est vrai que c'est notre dispositif un petit peu de base fétiche aujourd'hui à l'UDES, puisque simplicité de mise en place et un caractère collectif qui engage l'ensemble de l'équipe. Bien évidemment, par rapport à d'autres accords du secteur, notamment non lucratif, on aura des spécificités, notamment dans les critères de calcul de la formule. Dans les critères financiers, comme la plupart du temps, il n'y aura pas de bénéfice, on sera sur un résultat net comptable excédentaire,
et ou moins égale à l'exercice précédent, voire supérieur, niveau déterminé en euros. On pourrait être dans des formules où l'excédent d'exploitation est égal ou supérieur à 5%, par exemple, du chiffre d'affaires dans les accords qu'on a pu voir. Mais on va trouver beaucoup d'accords également avec des critères relatifs vraiment à l'activité, et donc des critères extra-financiers. Des exemples d'indicateurs, un taux de satisfaction des bénéficiaires, des atteintes d'objectifs obtenus auprès des bénéficiaires des services. On va voir le nombre, tout simplement, de bénéficiaires ou d'usagers, voire une augmentation du taux de remplissage ou une baisse du nombre de places restantes disponibles dans les accords que nous avons pu analyser. Ensuite, on l'a déjà détaillé un petit peu tout à l'heure, les critères relatifs à la responsabilité sociétale et environnementale, les RSE, ont de plus en plus le vent en poupe, avec notamment des indicateurs qui portent sur les déplacements professionnels, la diminution de la consommation annuelle de véhicules utilisés par les salariés, l'usage du covoiturage, la part du papier recyclé, ou en tout cas la part d'un certain nombre de matériaux recyclés dans l'entreprise. Voilà tout un tas de dispositions qui sont à voir évidemment dans le cadre d'un dialogue social renforcé au sein de l'entreprise et auquel nous croyons profondément. Merci beaucoup, Patrick. Avons-nous d'autres questions? Je n'en vois pas. Je vois un... Ah oui, non, Patrick, tu avais répondu. Il y avait une question. Y a-t-il des interdits dans les accords? Dans les accords d'entreprise et les accords de branche? Alors, on va avoir on va avoir effectivement un certain nombre d'interdits. Il faut qu'il y ait un véritable caractère aléatoire. Donc, un accord qui prévoirait quelque chose de fixe, qui enlèverait tout caractère aléatoire, par définition, dans un accord d'intéressement, n'aurait pas sa place. Également, on ne peut pas discriminer toute une partie du personnel. Voilà, il faut justifier, évidemment, pour que le caractère collectif soit réel dans l'accord. Donc, voilà, toute une série de points de vigilance. Quand vous êtes de toute manière adhérent d'un des syndicats membres de l'UDES, les équipes de juristes de vos organisations professionnelles sont tout à fait en mesure de vous conseiller, de vous accompagner. Et bien évidemment, nos partenaires également de ce jour peuvent sans doute vous faire bénéficier de leur expertise. L'un des acteurs importants aussi à ne pas négliger, c'est l'URSSAF, puisque l'URSSAF va contrôler finalement les dispositions des accords et va mettre à disposition des accords types, alors qui correspondent mal au secteur de l'ESS pour être repris en tant que tel, mais qui peuvent permettre en tout cas de débuter à travailler sur un début de texte. Bon, bah écoutez, merci beaucoup. Si nos intervenants n'ont rien à rajouter, il est 15h30. Je vous propose de clôturer ce webinaire. Merci à tous. Vous avez été très nombreux à vous inscrire et à participer. Merci à tous les intervenants. Ce webinaire donc, a été organisé par l'UDES avec son partenaire Caisse d'épargne et Natixis Interépargne. En effet, je réponds aux questions. Le replay sera disponible. Le PowerPoint vous sera envoyé dans un mail qui suivra ce webinaire. Donc vous pourrez consulter tout cela à loisir après ce webinaire. Donc merci beaucoup. Merci de votre participation. Et à très bientôt sur les événements de l'UDES. Au revoir. Merci, au revoir. Merci à tous pour votre présentation. Au revoir à toutes et à tous.